Nous allons aborder ensemble comment varier les méthodes pédagogiques avec dans un premier temps un résumé du reportage de Marcel Lebrun, quelle méthode e-learning pour favoriser les apprentissages. Les technologies représentent un potentiel. Le gros problème, c'est qu'il faut changer la pédagogie. Pour Marcel Lebrun, les technologies apportent de la valeur ajoutée uniquement si on adapte notre pédagogie. Un enseignant lui a un jour posé la question suivante. Est-ce que la technologie va remplacer les enseignants? Alors, si le modèle est un modèle de transmission d'informations, comme je fais simplement ici d'une manière unilatérale, alors oui, la technologie le fait bien mieux que nous. Mais si on se dit qu'on est un accompagnateur qui répond aux besoins de ses élèves, qui ajuste, alors dans ce cas, les technologies ne sont pas encore prêtes à le faire. On va avoir différents modèles, dont notamment celui-ci, modèle de travail pédagogique. C'est le modèle Barbier et Hélène. Dans un premier temps, là, il y a le mode de travail réactif-transmissif, comme je fais actuellement avec vous. Il y a aussi le mode de travail incitatif, proactif. Dans ce cas-là, l'enseignant renonce à enseigner, mais va plutôt dire, je vais vous donner du temps pour apprendre et je vais créer un dispositif dans lequel vous allez pouvoir apprendre. Dans ce cas-ci, c'est les étudiants entre eux qui vont enseigner aux autres étudiants, sous l'œil évidemment attentif de l'enseignant. Le troisième mode est le mode interactif, où les différents partenaires dialoguent entre eux. Chaque enseignant doit construire son modèle d'apprentissage. Celui de Monsieur Lebrun, c'est justement celui-ci. D'accord? Orienté compétences. Avec le modèle d'apprentissage, l'apprentissage au centre avec dispositifs autour. Pourquoi? Pour développer des compétences. Pour lui, les compétences, c'est les CCD, c'est-à-dire les capacités qui agissent sur des contenus dans des contextes différents selon lui. Un expert est quelqu'un qui a des connaissances et qui est capable de faire transmettre des compétences. Donc, travailler dans un contexte incertain est vraiment intéressant. Cette méthode se met vraiment autour de l'apprenant. Alors attention, il faut partir du principe que les apprenants ont des connaissances avant d'arriver à votre cours. Ils ont des informations qu'ils ont reçues dans le passé. On va leur proposer des activités qui vont produire des productions. La méthode active, pour lui, donc selon Monsieur Lebrun, la meilleure façon, c'est de faire l'amalgame entre différentes techniques et non pas une seule technique à mettre en place. Le grand principe pour lui, en pédagogie, c'est le principe de variété. Un bon dispositif pédagogique va mener aussi bien à des recherches documentaires, des travaux de groupe, des synthèses par l'enseignant, etc. pour arriver à l'idée de scénario. Comment les choses vont se passer au fil du temps. Alors on parlera donc de méthode active en fonction du lieu, du public, des attentes, des participants. C'est à nous, enseignants, de choisir la méthode. Lorsque nous parlons de méthode active, nous faisons référence à l'apprenant. Avant, dans les hautes écoles et universités, on testait la mémorisation. Maintenant, on devrait être capable d'argumenter. Paris-Turner propose donc 4 indicateurs pour mettre en place une tâche effective de groupe. Le C de choix, qui doit être fait par l'étudiant. Le challenge, on va pouvoir voir si vous pouvez y arriver, vous, étudiants. Le contrôle, l'enseignant va pouvoir contrôler le déroulement des opérations. Il y a la collaboration qui soit bien présente, donc tout le travail du groupe, tout est fait par tout le monde. Et pour information, petite parenthèse, la coopération, c'est lorsque on se partage les tâches. Alors, nous allons voir la pédagogie par projet ou par problème. La pédagogie par projet, dans la pédagogie du projet, on dit le but aux étudiants qu'ils utilisent ou ce qu'ils ont appris pour développer le projet. Ici, c'est plutôt une pédagogie de l'application. On a une production à faire, par exemple, on veut un robot qui soit capable de faire telle ou telle chose en tel laps de temps. Et la pédagogie par problème, ben voilà, il y a un problème donné au début, mais on ne sait pas exactement quoi. On ne sait pas, mais le problème est une occasion pour apprendre. C'est ce qui va amener l'étudiant à chercher les connaissances. Ici, donc, la pédagogie plutôt de l'apprentissage. La pédagogie par projet, ça peut durer entre 1 mois ou 2, et par problème, entre 3 à 4 jours pour être résolu.
Ici, on voit différents cycles d'apprentissage. Par exemple, le premier, voilà, on est obligatoire, on commence en groupe, chaque membre ensuite part à la bibliothèque, par exemple, questionner des experts, puis tout le monde se remet en groupe pour regrouper les connaissances. Ils vont ensuite valider et infirmer certaines hypothèses, puis ils vont apprendre les connaissances nécessaires pour résoudre le problème. Le tuteur ici a vraiment un rôle primordial, mais attention, il ne peut pas court-circuiter, l'apprentissage en prémâchant leur travail. Ils doivent apprendre par eux-mêmes. On arrive maintenant à un résumé du reportage de Amory Dale sur la différenciation ou comment gérer l'hétérogénéité des étudiants en cours. On a le principe des variétés des différences. Alors, il faut savoir que un étudiant qui arrive à la haute école ou à l'université a un parcours varié. Tout le monde n'a pas le même parcours. Par exemple, soit on a des spécialités différentes avec le choix du bac, euh, ou alors des personnes qui ont un diplôme à l'étranger mais qui n'ont pas l'équivalence ici, ou alors quelqu'un qui a décidé de travailler dans le privé et puis qui décide de refaire des études. L'âge aussi peut être différent en fonction de si on finit le bac ou si on reprend des études par la suite. La culture également peut être différente, les groupes sociaux également. Voilà, il y a eu toute une période où les personnes suivaient les cours à l'université pour faire comme la famille, l'entourage. Et puis maintenant, on voit quand même de plus en plus des personnes qui ont tendance à y aller de manière isolée et ne pas faire donc forcément comme les autres autour d'eux. On peut voir aussi en fonction des aptitudes intellectuelles propres à chacun et les patterns d'apprentissage ou style, on peut dire aussi, qui prennent en compte les approches orientations. Dans ce cas-ci, la motivation est très importante et d'état forcément sur les étudiants. Il y a, pour le clair, 8 processus d'apprentissage sur lesquels on peut agir. Il y a l'observation, l'imitation, que nous pouvons voir lors d'une démonstration, d'une manipulation en laboratoire, où les élèves, après observation, doivent reproduire les mêmes gestes. La réception, là, c'est le rôle de l'enseignant, c'est de transmettre ou de transformer l'information pour qu'elle soit digeste par les étudiants. On a la pratique, d'accord, les exercices, l'acte technique, les calculs, les QCM. On a l'exploration, on leur donne de l'autonomie. Ils vont à la bibliothèque pour rechercher des informations et se renseignent d'eux-mêmes. On a l'expérimentation, là c'est l'apprentissage par problème, faire par soi-même dans un laboratoire, sur le terrain, aller rencontrer des témoins, interviewer. On a la création, là c'est plutôt l'élaboration, par exemple, un peu plus côté artistique, l'élaboration d'images, de vidéos. Faire quelque chose de neuf, de créer, de valoriser. Et on a donc la méta-réflexion. On apprend beaucoup en apprenant de soi-même et en réfléchissant sur ce qu'on fait. Une étude révèle, petite parenthèse, que les étudiants qui réussissent à savoir dire comment ils apprennent et qui sont capables de changer leur stratégie durant leur formation, métacognition, ont plus de facilité pour réussir leurs études. Et puis nous avons les débats, confrontations, où là on va animer, on les confronte au sein du groupe et on les fait synthétiser. Comment vous vous êtes mis d'accord? Comment avez-vous réglé les disputes, par exemple? Il y a plusieurs visions de la différenciation. On donne quelques pistes en fait pratiques pour savoir comment nous les enseignants nous pouvons faire pour les soutenir. On enseigne à des presque adultes, mais qui sont en autonomie, d'accord? Donc voilà les différentes différenciations. On a des exemples. On commence par un diagnostic. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Façon d'appliquer tout le monde. Ça peut être des questions rhétoriques aussi, où je n'attends pas forcément une réponse. Mais sans s'en rendre compte, on fait déjà beaucoup de différenciation. Et là, bon, c'est largement répandu dans les universités. Les feedbacks aussi sont très importants, notamment dans les laboratoires, dans le cas pratique, où là, c'est plus facile, évidemment, dans les petits groupes, de donner notre avis en tant qu'enseignant. Vous êtes responsable de votre apprentissage
C'est ça qu'il faut savoir, qu'ils sachent aussi, les apprenants, c'est qu'ils sont responsables de leur apprentissage. C'est à eux de se renseigner pour aller plus loin sur un sujet. C'est comme ça donc qu'il part du principe qu'on apprend en étant autonome. Il faut savoir qu'on peut faire des groupes en fonction des besoins, des intérêts, où les étudiants sont complémentaires. Les rôles peuvent être différents et ils s'entraident pour faire leurs activités respectives. Il y a aussi des DIA, donc des projets communs. Et il y a aussi donc des étudiants de dernière année, grâce à leur expertise, qui vont proposer leur aide à des étudiants de première année. Et donc ça, c'est organisé par l'UNIF, c'est même ça dans les hautes écoles. Alors, on va organiser aussi différents types d'activités, travailler sur l'autonomie et la méthode de travail. On va aussi faire la différence, donc on peut en différenciant les contenus, les pratiques. On va proposer des exercices plus formatifs avant d'arriver à l'examen, par exemple. Concrètement, voici des techniques de rétroaction en classe qu'on peut imaginer avec les étudiants. On peut envisager la coévaluation avec plusieurs enseignants également. En termes de diagnostic, pour en savoir un peu plus sur leurs connaissances préalables, on pourrait poser donc quelques questions. Que connaissez-vous déjà sur le sujet? Écrivez un paragraphe, écrivez votre expérience. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on évoque tel sujet? Ils peuvent y répondre sous forme d'images, de questionnaires, avec des discussions par exemple ensuite en classe. On a la possibilité aussi de avoir le one minute paper fait en classe ou entre deux séances où on demande de lister quelques mots-clés du cours. Quelles sont par exemple les 3 choses les plus importantes que vous avez retenues? Et donc, en tant qu'enseignant, vous reprenez les documents et vous relisez les papiers. Et là, on voit s'ils ont abordé les mots-clés ou non. Et donc, à voir s'il faut en reparler au cours suivant. C'est beaucoup plus efficace que de poser la question à la fin du cours. Avez-vous compris? On a aussi la technique du Moodist Point. On peut aussi imaginer qu'ils comparent pardon, leurs notes avec le voisin, liste ou bien pour ou contre, ou bien citer 2 exemples d'une théorie, ou de résumer une ligne ou un paragraphe. Et donc voilà toutes sortes de techniques pour justement améliorer les méthodes lors d'un cours. Merci beaucoup.